Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'Appel. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour aborder un sujet important et d'actualité, l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, ou dit EVARS. Comme vous le savez, les nouveaux programmes d'EVARS ont été publiés le 6 février 2025 et entreront en application dès la rentrée prochaine. L'Appel, qui a toujours affirmé la nécessité d'une éducation affective et relationnelle de qualité pour nos enfants, a soulevé certains points de vigilance et souhaite aujourd'hui vous informer et vous accompagner au mieux face à cette évolution. Ce soir, notre objectif est double. Le premier, vous informer clairement sur ce qu'est réellement l'EVARS et ce qu'elle ne l'est pas. Nous souhaitons dissiper les éventuelles inquiétudes et vous offrir une vision précise du contenu et des objectifs de cette éducation. Second objectif, vous donner les clés pour comprendre les enjeux de l'EVARS et vous permettre d'entrer en dialogue constructif avec l'établissement scolaire de votre enfant. Nous souhaitons vous outiller pour que vous puissiez obtenir les informations nécessaires et participer activement à la mise en place de cette éducation. Lors de votre inscription, nous avons tenu à vous faire participer à l'élaboration de cette rencontre. Nous vous avons posé quelques questions dont voici une synthèse. À la première question, quel souvenir avez-vous de la manière dont vous avez reçu votre éducation relationnelle affective et sexuelle? Plus d'un tiers d'entre vous n'ont eu aucune éducation sur le sujet, la décrivant comme inexistante ou tabou. 30% ont reçu une éducation plutôt scolaire, lors des cours de SVT, axée sur la reproduction et la contraception, souvent jugée trop technique. Enfin, 10% ont une éducation familiale plutôt positive, basée sur le dialogue et le respect. 10% ont appris par eux-mêmes, amis, livres, de manière non structurée. Et les derniers 10% rapportent des ressentis négatifs ou des traumatismes liés à cette éducation. À la seconde question, quelle valeur aimeriez-vous transmettre à vos enfants? Les résultats de notre deuxième question révèlent que vous aspirez principalement à transmettre à vos enfants des valeurs essentielles telles que le respect de soi, des autres, de leur corps, le consentement, ainsi que la bienveillance et l'écoute. Ces choix soulignent un profond désir de leur offrir un environnement de sécurisation, de reconnaissance de leur individualité et de protection affective. Nous sommes conscients que ce sujet peut susciter des questions et des préoccupations. C'est pourquoi nous avons organisé ce webinaire avec l'intention d'apporter des réponses claires et de favoriser un échange serein. Nous sommes ravis d'accueillir pour nous éclairer Amélie Laurent, créatrice de l'AVRAS, intervenant dans de nombreux établissements catholiques, principalement en Occitanie. Brigitte Routière, référente EARS à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de la Drôme et intervenante dans les établissements du diocèse. Et pour finir, Séverine Arnaud, infirmière sexologue. Merci encore à chacune de votre présence et de votre engagement. Débutons sans plus attendre ce webinaire. Avant de développer chacune votre thème spécifique ce soir, j'aimerais que vous nous partagiez comment vous avez accueilli cette réforme de l'EVARS. Je vais donner la parole à Madame Laurent. Alors, cette réforme de l'EVAR, ce nouveau programme, pour moi, est très intéressant parce qu'il va donner un cadre avec des objectifs adaptés à chaque âge et donner un fil conducteur pour cette éducation affective. Madame Roudière. Alors pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que depuis 20 ans, on peut observer dans les établissements auprès des jeunes des compétences qui s'amenuisent parce qu'il y a notamment ces compétences sur l'empathie, sur la résistance aux pulsions, sur le décodage du non-verbal qui met en peine du coup les enfants dans leur relation avec leur père, PAIRS, et qui les met en difficulté et qui génère donc du coup une certaine violence, qu'elle soit verbale ou physique dans les établissements, et qui explique sans doute la montée du harcèlement. En tout cas, des manifestations qui pourraient aboutir à du harcèlement.
Madame Arnaud. Alors moi, je trouve effectivement que c'est une très bonne nouvelle parce que ça va permettre, comme l'a dit, mes collègues, hein, d'avoir une continuité dès la maternelle jusqu'au lycée sur des sujets, qui sont extrêmement importants pour pouvoir permettre une construction, suffisamment sécure pour nos jeunes et ce parallèle aussi avec la mobilisation des comportements, des compétences psychosociales, justement, qui vont avoir toute leur importance dans, cet échange autour de l'EVARS. Merci à toutes les trois pour ces premières réflexions. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec Madame Amélie Laurent. Vous allez nous éclairer sur ce qu'est le programme EVARS. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents à ce webinaire parce que le sujet est important. Alors déjà, on va essayer d'éclairer un peu cette notion d'EVARS parce que ça peut faire un nom un petit peu barbare ou des fois on se demande ce qu'il y a derrière. Alors dans ce nouveau programme, il s'agit d'une éducation à la vie affective et relationnelle pour les niveaux de maternelle et classe élémentaire. C'est-à-dire que, on ne parle plus d'éducation à la sexualité, comme il y a quelques années. Là, on parle d'éducation à la vie affective et relationnelle. Il s'agit pour les enfants d'apprendre à se connaître, d'apprendre à favoriser le respect de l'intimité et de vivre des relations respectueuses les uns avec les autres. Il y aura, l'éducation à la sexualité seulement dans le secondaire, donc pour le collège et le lycée. L'éducation à la sexualité, elle va venir en complément à la vie affective et relationnelle. Et là, par rapport à leur tranche d'âge, il y aura des informations qui seront adaptées sur leur santé, sur leurs droits et surtout une réflexion sur toutes les dimensions affectives et sociales de la sexualité. Alors, je vous ai mis un petit extrait du programme qui vous explique cette continuité. En fait, la sexualité, elle requiert un degré de maturité et de responsabilité auquel il s'agit de préparer les élèves progressivement. C'est pour ça que c'est une éducation progressive qui se fait au fil des âges, de façon à pouvoir les amener à la responsabilité. Alors, est-ce que vous pouvez tourner le slide? Merci. Donc, d'où viennent ces textes? On va un petit peu éclairer les textes officiels. D'abord, il y a les textes du ministère de l'Éducation nationale. En fait, cette obligation d'éducation affective et sexuelle, elle date du 4 juillet 2001. Donc, ça fait déjà très longtemps qu'elle est présente. C'était la loi relative à l'IVG et à la contraception qui a introduit l'obligation dans le code de l'éducation d'une information et d'une éducation à la sexualité dispensée dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Donc, depuis 2001, il y a une obligation d'avoir 3 séances annuelles par niveau pour les élèves. Cette circulaire, elle a été remplacée par une circulaire en 2018 qui a réaffirmé cette nécessité et l'esprit dans lequel se passe cette éducation, en disant qu'il s'agit d'apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques et de développer leur réflexion et leur esprit critique. Alors, il ne s'agit pas de cours, il s'agit d'échanges. Les échanges se font à partir de leur représentation afin de leur permettre de développer une réflexion individuelle et collective et les conduire à s'approprier des valeurs humanistes. J'ai remarqué que vous aviez dit, vous, en tant que parent, que ce qui était vraiment important pour vous au niveau des valeurs, c'était le respect de soi et le respect de l'autre. Et bien, c'est ce que garantit cette éducation qui se veut progressive et qui vise à favoriser l'estime de soi, le respect de soi et d'autrui. Et ces textes officiels sont soutenus par l'enseignement catholique qui dit qu'aborder l'éducation affective, relationnelle et sexuelle relève dans les établissements catholiques de leur mission. Donc, il s'agit d'accompagner le développement psycho-affectif d'une personne en l'inscrivant dans la construction d'un vivre ensemble harmonieux, un sens juste de la dignité humaine et une compréhension exacte de la responsabilité. Donc voilà, ce sont les mêmes valeurs qui sont prônées et tous veulent une éducation affective et sexuelle de qualité. Alors, qu'en est-il du nouveau programme? Ce nouveau programme, il va s'articuler autour de 3 grands axes.
Le premier axe, c'est se connaître, vivre et grandir avec son corps. Donc, il s'agit de favoriser la relation à soi. Le deuxième axe, c'est rencontrer les autres, construire des relations et s'y épanouir, donc la relation à l'autre. Et puis après, trouver sa place dans la société, y être libre et responsable. Ces trois grands pôles, ils sont retrouvés à chaque niveau d'âge, de la petite section au lycée. Alors, ce qui a changé depuis la circulaire de 2018, c'est que maintenant, l'éducation affective a commencé en maternelle. Avant, c'était du CP à la terminale. Et maintenant, dès la petite section, ces trois axes sont introduits et travaillés jusqu'au lycée. Alors, cette éducation, elle se veut progressive, c'est-à-dire vous allez voir que les thèmes qui sont introduits sont ajustés à l'âge. Évidemment, les outils aussi sont ajustés à l'âge. Et puis, cette éducation, elle est respectueuse, c'est-à-dire elle est respectueuse de la culture de chacun, de l'éducation de chacun, et surtout respectueuse de l'intimité. Quand on fait de l'éducation affective et sexuelle, on arrive à aborder l'intimité sans heurter l'intimité, et c'est ça qui est important. Donc, en école maternelle, il s'agit d'apprendre à connaître son corps, donc d'identifier les parties de son corps, de s'approprier son intimité. Il y a déjà quelques rudiments d'intelligence émotionnelle avec le rôle des émotions. Il y a tout ce qui est au niveau de l'égalité filles-garçons. Et puis, on leur apprend déjà à identifier des adultes de confiance. Voilà, et de pouvoir aller vers des personnes pour pouvoir parler de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent. Donc, vous voyez bien qu'en maternelle, il n'y a aucune connotation sexuelle, ni en école élémentaire. Donc ça va être pareil. C'est la connaissance du corps, la connaissance de soi. Et puis, en cycle 3, il y aura les changements du corps à la puberté, avec une réflexion sur le sens de la puberté. À quoi ça sert? Il y a toujours le respect de l'intimité. Et puis, l'objectif de construire des relations constructives, apprendre à entrer en relation, apprendre à construire des relations saines. Comment repérer des situations de violence et comment s'en protéger? Donc, on leur donne des ressources pour arriver à se protéger. Et puis, toujours cette notion d'égalité entre filles et garçons. Alors ensuite, ça va être au collège que va être introduite la notion de sexualité. Donc là, il y aura plus tout ce qui est changement physiologique, changement anatomique, changement psycho-émotionnel, tout ce qui se passe à la puberté et tout ce qui se passe aussi à l'adolescence, avec tous ces changements au niveau affectif et relationnel. Et là, la sexualité, alors là, c'est vraiment marqué dans les textes, elle est abordée comme une réalité complexe, donc qui implique responsabilité et protection et qui prend en compte toutes les dimensions de la personne. C'est vrai que nous, chez Avras, on a un petit bonhomme qui montre que voilà, on a à la fois le corps, à la fois le cœur, à la fois le cerveau, la conscience, l'intimité. Tout est pris en compte dans cette éducation à la sexualité. Et puis voilà, il y a la notion toujours de construction, de relations réciproques et égalitaires. Il y a toute une éducation au numérique avec, pour distinguer ce qui relève de l'intime, du privé, du public dans l'usage des réseaux sociaux. Et puis toujours cette notion de respect de soi, de respect de l'autre, d'accueil de l'autre et de lutte contre les discriminations. Et au lycée, il y a toujours la notion de prendre soin de son corps. Il y a vraiment dans les textes tout ce qui est au niveau de la connaissance de soi, travailler sur une image positive de soi et sur la maîtrise de soi. Tout ce qui est toujours du développement de l'intelligence émotionnelle. Donc, vous voyez, ces thèmes-là, ils ont déjà été introduits en maternelle, mais il y a un approfondissement, il y a une maturité qui se crée. Et donc, voilà, les thèmes sont approfondis et réfléchis aussi de manière différente, plus ils grandissent. Toujours la construction de relations équilibrées, le consentement qui prend une grande place, mais qui est déjà aussi abordé plus tôt, mais pas forcément au niveau de la sexualité. Et puis après, tout le développement de l'esprit critique et la possibilité de réussir à faire des choix libres, sans la pression du groupe. Tout ce qui est sur ce diaporama, vous le retrouvez dans le programme de l'Éducation nationale. Voilà, vous pouvez aller lire tout le programme en entier. Vous avez la possibilité de le télécharger sur le site de l'Éducation nationale. Alors évidemment, on se demande pourquoi aujourd'hui c'est une telle urgence,
les VRAS. Mais les VRAS, c'est une urgence parce qu'on a un contexte sociétal qui fait que vous, les parents et vous, les professionnels, vous avez un concurrent qui est omniprésent et qui s'appelle Internet et qui a pris vraiment beaucoup de place, je dirais même presque toute la place pour répondre aux jeunes, aux enfants et aux adolescents sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que vraiment, il est temps de se réapproprier le sujet en tant que professionnels et parents et de pouvoir en discuter avec nos enfants. Les chiffres sont là. Donc, il y a 67% des enfants du primaire qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la dernière enquête de e-enfance d'octobre 2023. Et dans cette même enquête, ils disent que 70% des parents disent ne pas avoir le contrôle des usages. Très compliqué aujourd'hui pour les parents, voilà, de contrôler, de savoir ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se passe. Et c'est vrai que nous, c'est pendant nos séances, c'est pendant nos interventions que les enfants peuvent le dire, ça. Ils peuvent poser ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qui les choque, ce qui les gêne. Et donc, ce moment d'échange qui leur est proposé est vraiment important parce que nous, on peut remettre du sens, on peut les écouter et on peut surtout les rassurer en leur donnant des informations fiables par rapport à ce qu'ils entendent. Alors, vous avez aussi entendu parler, deuxième chiffre, c'est l'exposition à la pornographie. Je pense que je ne vous apprends rien. Donc, 10 ans, c'est l'âge moyen de la première exposition à du contenu pornographique. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'éducation affective et sexuelle. Et d'année en année, j'ai vu que les enfants avaient accès, voilà, de plus en plus jeunes. Avant, on en parlait fin collège, puis aujourd'hui, on est obligé d'en parler début collège, primaire. Il y a un accès qui est beaucoup trop facile, c'est beaucoup trop accessible. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de protection des mineurs. Et donc, cet accès à la pornographie, eh bien, leur donne des infos parce qu'ils ont envie d'avoir des infos. Et ça, c'est très simple, mais voilà, c'est la réponse. D'ailleurs, donc, il y a 51% des garçons de 12-13 ans qui s'y rendent chaque mois. Donc, ces textes-là, ces rapports-là, vous les retrouverez, nous, sur notre site internet avras.fr dans S'informer. Vous avez tous les textes dont je vous parle en ce moment. Et le troisième chiffre important, c'est le nombre d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Donc, ça, ce sont les chiffres de la CIVID, la commission qui a travaillé sur les violences sexuelles faites aux enfants. Et il y aurait 160 000 enfants qui sont victimes en France chaque année. Donc, cette éducation, elle est là justement pour la protection des enfants, de façon à pouvoir poser le sujet et les protéger. Donc, les enjeux de l'EVARS, c'est d'informer. Informer pour qu'ils arrivent à se connaître et à avoir des informations fiables. C'est comme je vous le disais, ils entendent énormément de choses. Même les enfants de primaire, en fait, ils ont déjà pas mal de notions. Ils entendent des choses des grands frères, des cousins, ils voient des choses sur Internet. Et c'est vrai que je lisais vos questions, vous les parents, qui disaient, mais ça va porter atteinte à l'innocence de nos enfants. J'entends cette inquiétude. Et d'un côté, quand ils nous disent, nous, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, l'innocence, elle est déjà atteinte. Donc, en fait, ces séances-là, elles sont justement là pour les rassurer, pour les informer. Et puis, vraiment, informer favorise le respect. Quand on va apprendre vraiment aux enfants, par exemple en CM2, la puberté, le cycle, voilà à quoi ça sert tous ces changements du corps, il y aura un respect après. Ah ben oui, en fait, c'est beau, c'est quelque chose qui est beau, qui a du sens. Donc, informer, ça favorise le respect. Il y a aussi un but de prévenir, puisqu'ils ont besoin d'être protégés et de bien grandir. Ils vont bien grandir s'ils sont en sécurité, bien protégés. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'écoute. Nous, on travaille vraiment avec une pédagogie interactive. On est là pour écouter et partir de ce que les enfants et les adolescents nous amènent en séance. On n'est pas là pour plaquer du contenu. On n'est pas dans le discours. On n'a pas du tout la même posture qu'un enseignant. En fait, c'est un espace d'échange. C'est un espace où ils ont toute leur part pour poser leurs questions, là, évidemment dans un cadre qui est bien précis, leur donner leurs réflexions, leurs préoccupations. Et en fait, c'est eux qui amènent le contenu de la séance. Et ça permet aussi d'avoir un garde-fou. On n'ira jamais sur un sujet que les enfants n'amènent pas.
Donc voilà, ils posent leurs questions et puis si la question paraît un petit peu déplacée ou alors susceptible peut-être de gêner certains du groupe, on dit bah voilà, tu viendras à la fin me poser ta question, puis on prendra le temps d'en parler tous les deux. Donc ce moment d'écoute, il est important et c'est vraiment ce que nous disent les plus grands. Enfin, on a pu parler de ces sujets-là. Enfin, on a pu être écouté sans jugement et dire vraiment ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Quatrième enjeu, c'est de susciter la réflexion. Dans l'éducation affective et sexuelle, on n'est absolument pas dans l'injonction. On n'est pas là pour leur donner des conseils, pour leur dire ce qu'ils doivent faire, pas faire. Non, non, non. C'est pour ça qu'il y a un respect, en fait, de chacun. Parce qu'on est là juste pour susciter la réflexion. On est là par le questionnement pour construire une pensée de façon à les amener peu à peu à prendre conscience de leur liberté, de leurs responsabilités et de leurs propres ressources pour construire justement leur relation et une sexualité épanouie pour plus tard. Donc les supports qui sont utilisés dans les séances sont vraiment des supports d'expression et de réflexion, de façon à susciter l'échange. Et puis donc tout ça, ça leur permet de faire des choix éclairés et responsables parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas choisir. Et voilà, le fait d'être informé, le fait d'avoir réfléchi sur les sujets. Moi, des fois, ils me disent: «Mais madame, vous me posez des questions, encore plus difficiles qu'en maths». Enfin, je leur parle juste des questions sur eux, sur leurs relations, comment ils voient les choses. Voilà et tout ça, ça permet, justement une maturité et puis ce qui est intéressant de faire en collectif, c'est qu'on voit que par rapport à toutes les interventions de chacun, il y a vraiment un cheminement de la pensée qui se fait dans le collectif. Donc maintenant, nous allons parler, de la place des parents parce qu'elle est fondamentale. C'est vrai que les VARS, c'est essentiellement les parents qui sont les premiers éducateurs et nous, dans nos structures, on travaille avec les parents. C'est-à-dire les parents doivent être informés dans l'idéal, de qui va faire l'intervention, comment, à quel niveau, avec quel support. C'est vrai que nous faisons des réunions d'information. Et nous faisons aussi des conférences pour les parents après, pour leur dire: «Bah, voilà, voilà ce qu'on a vu chez vos enfants, voilà ce qui a été dit, voilà ce qui est ressorti, voilà comment vous pouvez continuer à en parler avec eux». Et puis, dans les réunions d'information, le fait, de parler avec eux, qu'ils puissent nous voir, qu'ils puissent poser des questions. Ces réunions se font en visio, souvent. Ça leur permet aussi de voir les outils qu'on présente, de voir notre pédagogie, la façon dont on parle du sujet. La place des parents, elle est extrêmement importante. Et puis les choses, en plus, elles peuvent être reprises après. Nous, personnellement, on reste vraiment disponible par mail, par téléphone, s'il y a eu voilà, des remontées des enfants. Enfin, le dialogue, en fait, permet vraiment d'aborder ces sujets-là de façon sereine. Après, je voulais parler de la formation des intervenants parce que j'ai entendu que c'était une question qui revenait beaucoup dans les questions que vous avez pu poser, vous les parents. Et c'est extrêmement légitime parce que, c'est ça qui est important, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas éducateur à la vie affective et sexuelle. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas la même posture qu'un enseignant. Quand on est intervenant, a suivi normalement une formation qui permet justement, de pouvoir être devant des élèves. Nous, on a tous une attestation, d'éducation à la vie affective et sexuelle. Cette formation, c'est à la fois sur les connaissances, c'est à la fois sur les outils, mais c'est essentiellement sur la posture. Voilà, comment amener les enfants à réfléchir en restant neutres et sans amener nous, voilà, nos représentations. Alors les bénéfices de l'EVARS, ils sont nombreux. Déjà, ce que je remarque, c'est que ça remet du beau et du sens. C'est ce que nous disent les élèves. On a une manière d'aborder, l'éducation et la sexualité de façon positive, le respect du corps, que le corps est un trésor. C'est vrai qu'en fin de CM2, quand on parle, de la conception de la grossesse, il y a des élèves qui applaudissent et qui nous disent: «Mais en fait, c'est incroyable». Alors je vais vous lire, voilà, les bilans des élèves et puis, de remettre du sens aussi parce qu'on les a informés et à chaque fois, ils disaient: «Merci de nous avoir appris des choses». Donc petit bilan de CM1: «Le corps est un trésor, il faut se protéger et du coup maintenant je suis heureuse». Bilan de CM2: «J'ai retenu qu'on a une chance infinie d'être né». Bilan de CM2 d'une jeune fille.
J'ai retenu que le corps est bien fait, que c'est normal d'avoir des règles et que c'est merveilleux de créer une vie, et je suis très fière d'être une femme. Bilan de 4e. Merci de nous avoir parlé d'amour, parce que l'amour, c'est important. Bilan de 3e. Ce qui m'a plu, c'est que je ne me suis pas sentie jugée, que j'ai aimé la manière dont on nous a parlé. Il y a des élèves qui nous disent « ça nous aide à être plus matures ». Ça m'a aidé pour faire des choix éclairés. Il y en a qui nous disent « cette intervention est tombée à point par rapport à des choix que j'avais à faire ». Des lycéens qui nous disent « j'ai compris la différence entre le sexe et faire l'amour ». Voilà, ils nous remercient énormément, ils sont extrêmement reconnaissants. Les élèves sont vraiment investis dans nos séances, dans ces espaces de parole, et ils trouvent vraiment voilà, des repères pour se construire. Une élève de seconde m'a dit oui, du sexe, on en voit partout dans notre société. On a une société extrêmement sexualisée. On nous en parle, on nous montre plein de choses, voilà, sur les réseaux, dans les séries, dans tout ce qu'on voit, mais on n'a pas ces espaces-là pour en discuter. Et on n'a pas cette possibilité de parler de ce que ça nous fait et de ce que nous, on veut vraiment vivre. Et voilà, moi, je voulais vous dire que, en fait, moi, je continue ce métier. Ça fait 20 ans que je suis dans les classes parce qu'en fait, je remarque que les élèves, ils ont un grand désir de vivre du beau et que c'est important qu'il y ait des adultes qui viennent les aider, les accompagner pour vivre vraiment ce qu'ils ont envie de vivre au fond d'eux. Alors, le climat scolaire s'en trouve aussi apaisé, notamment les relations garçons-filles, quand on arrive à faire des classes mixtes. Voilà, j'ai beaucoup de témoignages aussi de CPE, de surveillants, de professeurs qui nous disent depuis qu'il y a eu l'intervention, il y a une meilleure ambiance, il y a un meilleur respect entre garçons-filles. Des élèves aussi qui ont réussi à vivre le consentement parce qu'ils l'ont entendu en séance. Voilà, et qui disent que les élèves disent qu'en fait, on se rend compte qu'on a les mêmes questions, qu'on a les mêmes préoccupations. Finalement, d'oser parler de ce sujet-là, ça nous permet de voir que, voilà, on est tous pareils. Et donc, je finirai mon intervention en vous disant effectivement la phrase de Carl Rogers, que les sujets, les questions les plus personnelles sont les plus universelles. Et dans nos séances, en fait, on rejoint l'universel. Après, je vais vous donner, vous, en tant que parent, des ressources, parce que des fois, on est démunis, on a besoin de se faire aider. Alors nous, dans nos structures, on a un site internet, Avras, avec un onglet ressources, où vous pouvez venir puiser des informations. Il y a les textes, les rapports officiels dont je vous ai parlé, mais il y a des outils, il y a des petites vidéos, il y a une bibliographie, et il y a des sites voilà, gouvernementaux sur lesquels, avec lesquels vous pouvez continuer la réflexion. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Madame Laurent vient de nous offrir une vision très complète de l'EVARS et de ses fondements à son application concrète. Un grand merci à vous, Amélie, pour cette clarification essentielle qui nous permet d'aborder le sujet en toute sérénité et loin des polémiques. Vous avez souligné le rôle du programme, dont les textes sont à retrouver sur le site également de l'appel. Ces textes sont là pour stimuler la réflexion et l'importance de la collaboration avec les parents. Quand j'entends collaboration, j'entends aussi le travail en éducation partagée avec l'établissement. Je pense qu'il est important aussi que nous, parents, ayons confiance auprès de l'établissement pour la bonne application de ce programme. Avant de passer aux questions de nos parents, je me tourne vers nos deux autres invités. Quelle est, selon vous, la mesure du programme que vous retenez comme la plus positive? Alors moi, je pense qu'effectivement, la notion du consentement est une notion centrale parce qu'elle va vraiment suivre l'enfant, le jeune, sur toute sa scolarité et dans toute sa vie et dans tous les axes de son quotidien, même au-delà de la sexualité. Pour ma part, je dirais que justement que cette éducation qui est un accompagnement sur du long terme, c'est pas une séance, c'est pas 2 séances, c'est pas 3 séances, c'est toute une histoire qui se construit et justement faite depuis la plus petite enfance va permettre de construire un adulte solide, quel que soit son environnement.
Voilà, à partir justement de ce qu'il a reçu de ses parents, de l'école et de sa propre analyse, justement parce qu'il a été construit. Merci pour ces éléments de réponse forcément très pertinentes. Nous avons reçu beaucoup de questions de comment en parler avec nos enfants. Donc, je vais donner la parole à Brigitte Roudière afin de répondre à ces questions. Alors bonjour. Alors moi, je suis ravie de cette opportunité que nous donne ce programme, ce nouveau programme qui devient une obligation pour tous, parce que c'est l'opportunité, l'occasion pour les parents de s'investir d'un rôle qui est passionnant, bien évidemment, mais qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer, justement parce que cette éducation, elle a toujours été utile, mais elle était portée par plusieurs membres de la famille. Avant, il y avait de la transmission intergénérationnelle, ce qui est peu aujourd'hui. Et l'enfant, à travers les écrans, le parent aussi à travers les écrans, fait que le temps à vivre des expériences par l'épreuve, dans le sens éprouvé, diminue d'année en année, on le voit. Et du coup, cette éducation, elle n'est plus aussi, je dirais, opérationnelle. Voilà. Et comme la connaissance, c'est-à-dire le parent va donner la connaissance, l'enseignant va donner la connaissance, mais la connaissance ne fait pas la compétence. La compétence passe par l'épreuve, c'est-à-dire éprouver en soi et aller se questionner pour soi. Donc, les parents sont les premiers éducateurs des VARS, vraiment. Et ça, depuis le ventre de la mère, puisque l'enfant intra-utéro est sujet à tout son environnement, les bruits, les mouvements que sa maman fait. Donc, il y a déjà une question de ressenti, alors évidemment qui n'est pas en termes de compréhension pour l'enfant, mais il perçoit, voilà, il est déjà en relation. Ensuite, vous faites de l'éducation affective relationnelle dès la naissance. Vous changez votre enfant, vous le lavez, vous en prenez soin, et c'est à partir de ces moments que l'enfant perçoit de son intérieur, de son extérieur. C'est déjà, voilà, de l'éducation. Puis dès la petite enfance, vous l'entourez, vous l'encouragez, vous l'accompagnez dans toutes ces premières fois. Et c'est des échanges, encore une fois, très importants, d'encouragement, de persévérance, d'effort. Et tout ça vient construire petit à petit un petit être humain qui va grandir et se développer avec ce qu'il est. Et puis à l'adolescence, il y a, donc vous vous opposez, et on sait bien que c'est parfois difficile et c'est dur, et parce qu'il se détache, parce qu'il va prendre son envol, et c'est encore plus dur et pour cet enfant, pour ce jeune, et puis pour les parents aussi. C'est là où la question des échanges, de la communication est plus complexe parce que si un enfant peut se confier à son parent, à l'adolescence, il est plutôt courant que l'enfant ne souhaite pas, que le jeune ne souhaite pas partager les questions intimes qu'il a, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, il n'empêche que la place du parent est importante et que sa façon de parler des actualités, des mouvements sur les réseaux sociaux, que le parent s'interroge, va continuer cette éducation. Et puis, vous pouvez aussi acheter des livres qui parlent de la sexualité, et le laisser négligemment dans les toilettes. C'est là que
l'intime peut se vivre. Et voilà, et l'enfant, le jeune, a toujours cette curiosité. Comme disait Amélie tout à l'heure, hein, cette curiosité, elle est saine, elle est belle. Et malheureusement, voilà, les réponses aujourd'hui passent par le net. Alors, arrivez avant les parents à travers justement votre intérêt pour l'enfant, pour ce qui l'entoure, pour son environnement. Alors, cet amour que vous avez pour vos enfants va vous conduire à des maladresses, parfois, de langage, et qui, du coup, vont venir parasiter une compréhension. Alors, je vous en cite quelques-uns. Par exemple, quand les enfants sont petits, ou même pour les plus grands, je pourrais prendre un exemple pour les plus grands aussi. Mais quand les enfants sont petits, vous partez en balade avec eux et ils ont toujours envie de courir loin devant, toujours plus vite. Et chaque fois, vous dites, mais reviens, reviens, tu vas finir par tomber. Et puis, ben, évidemment, l'enfant tombe. Et quand il revient vers vous, en pleurant, en hurlant, qu'est-ce que vous dites? Ben, je te l'avais dit. Hein, et puis alors en plus, comme vous êtes inquiet de savoir s'il s'est blessé gravement, vous allez frotter le genou et là vous allez dire c'est rien, mais c'est rien, vous êtes rassuré. Mais en fait, l'enfant, du coup, ne légitime pas ce qu'il ressent de manière propre. C'est-à-dire, voilà, il a mal et son parent lui dit c'est rien, il a eu peur et il dit c'est rien, et puis on va lui dire même tu l'as mérité quelque part. Donc ça, c'est une maladresse. Hein. Donc maintenant que vous la connaissez, cette maladresse, eh bien, il suffit simplement, parce qu'un parent, il parle avec ses tripes, hein, eh bien, vous lui dites, écoute, tout à l'heure, je t'ai dit que c'était rien, mais là, comment tu t'es senti? Dis-moi. Hein, est-ce que tu as eu peur? Voilà, c'est lui redonner l'occasion de parler de lui, de ce qu'il est vraiment. Ensuite, quand il s'oppose, hein, ce non qui est parfois systématique, c'est important d'accueillir ce non. Ok, tu n'es pas d'accord. Ok. C'est quoi ton argument? C'est quoi que tu dirais? Voilà, c'est important au moment où il s'oppose de pouvoir questionner ce jeune, cet enfant, sur que veut dire ce non. Chaque fois que nous lui attribuons une émotion, tu es triste, tu es fâché, tu es grognon, ça aussi, ça conditionne l'enfant à quelque chose qui n'est pas lui. Voilà. Donc, c'est important de veiller, hein, et de revenir dessus pour que l'enfant perçoive ce qu'il ressent réellement et qu'il puisse en dire quelque chose. Quand nous voulons le protéger, par exemple, nous allons dire, parce que les médias sont très anxiogènes, hein, on nous relate sans cesse des histoires dramatiques et sur lesquelles on ne peut pas rester insensible. Hein. Et nous sommes atteints, donc nous pouvons entrer dans des peurs parfois irraisonnées, mais elles sont là, ces peurs, elles sont légitimes par rapport à tout ce qu'on voit. Donc il est important de s'attacher, non pas à vos peurs, c'est-à-dire ne parle pas aux inconnus, ce qui est complètement contre-productif, puisqu'on sait que la plupart, en tout cas une grande moitié des abus, sont faits dans le contexte familial ou dans l'environnement proche. Donc du coup, ça ne va pas être logique pour l'enfant ou le jeune. Donc, on va s'attacher, alors comment ça va se faire? En fait, cette prévention, c'est sur la reconnaissance de l'enfant ou du jeune, de sa propre émotion, de pouvoir en dire quelque chose et de trouver le besoin qui va lui permettre de sortir de cet état émotionnel et d'aller chercher des secours. Donc, voilà, on a des maladresses et c'est tout à fait naturel, ça arrive à tous les parents. Par contre, justement, participer à cette éducation, c'est revenir sur
le centre qu'est l'enfant, ce qu'il ressent, ce qu'il peut en dire. Alors, comment en parler à l'enfant? En fait, le plus grand défi des parents, ça va être de se détacher de sa propre représentation sexuelle. Ce que vous avez dans la tête n'est pas ce que les enfants ou les jeunes ont dans leur tête. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel pour ne pas sexualiser tout et pouvoir répondre à la hauteur de ce que l'enfant peut comprendre et de ce qu'il attend. Alors, pour vous parler de cette posture qui est différente, que l'on soit un enseignant, que l'on soit un adulte, que l'on soit un intervenant, que l'on soit un parent, il va falloir parler avec et pas à. Parler à, c'est avoir une position descendante, c'est-à-dire on va donner un savoir, on va donner un enseignement. Ok, c'est très bien, ça c'est la connaissance. Par contre, pour acquérir la compétence, il va falloir parler avec, c'est-à-dire il y a deux personnes qui ont une même valeur, leurs mots auront la même valeur, même si les fonctions, bien évidemment, sont différentes. Hein. Parler avec, aller à la rencontre d'eux. Alors, pour être sûr d'être ajusté à l'enfant, partir de ce que dit l'enfant, pas de ce que vous avez compris, de ce que dit l'enfant. Et pour ça, il y a un outil intéressant, c'est la reformulation. Tu me dis que, je comprends que. Ça va vous permettre déjà, parce que souvent les enfants peuvent être déstabilisés par leurs questions, ça va vous permettre eh bien, de prendre un temps de respiration et de vous détacher hein, de cette émotion, de ces représentations que vous avez vous, hein, pour aller à l'écoute vraiment de l'enfant. Souvent, nous écoutons, nous les adultes, pour répondre. Or, là, bien souvent, il s'agira non pas de répondre, mais de permettre à l'enfant d'avoir une pensée propre, de construire son schéma de réponse. Et c'est comme ça que l'enfant s'approprie une connaissance et va en faire une compétence. Donc, et de manière identique aussi sur son vocabulaire. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, alors ne laissez jamais un enfant tout seul devant la télévision, peu importe ce qu'il regarde. C'est actionner sa pensée, actionner son discernement. Étonnez-vous, enfin, je me souviens, enfin, quand moi j'avais des ados à la maison où il y avait des séries diverses et variées, euh, moi je m'asseyais et je disais c'est comme ça que les filles parlent aux garçons maintenant. Mais ça se fait ça. Donc, du coup, ça leur permettait de ne pas avaler comme ça, sans digestion, je dirais, les propos. Hein. Euh, que les enfants regardent les écrans, chaque fois que les enfants, mais les adultes, parfois, quand on regarde un écran, c'est pas parce qu'on est béat devant l'écran que l'on est intéressé. L'écran capte l'attention, mais ce n'est pas de l'intérêt. Donc, il n'y a pas d'interactivité avec un écran. Donc, c'est là où vous avez votre rôle en disant, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu comprends? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Hein, susciter son avis, sa réflexion, quel que soit le thème. Hein. Ensuite, et Amélie en a parlé, c'est effectivement très, très important, c'est témoigner de la beauté de l'amour. Les préventions qui sont mises en place souvent sont pour prévenir des risques. Voilà, le risque des maladies, des infections, le risque de, 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 euh, d'une grossesse, par exemple. Alors moi, j'ai toujours beaucoup de mal à parler de risque de grossesse, alors qu'une grossesse, c'est 6 mots. Mais voilà, elles ont été tournées
sur ces risques, sur des choses qui font peur. Et c'est vraiment dommage de démarrer comme ça. Et justement, on parlait du beau, parler de la grossesse, des origines, enfin, tout ça est magnifique et nous devons d'abord, effectivement, parler de cette question. On sait aujourd'hui que les jeunes, quand on parle d'amour, voient les actes sexuels. Or, les actes sexuels vont peut-être générer du plaisir, mais en aucun cas ne vont procurer le bonheur, qui est tout autre chose. Et c'est là où les parents ont leur importance parce qu'ils peuvent témoigner de ça, dire combien ils sont heureux d'avoir ces enfants-là, même des fois quand c'est difficile, de s'émerveiller, enfin, de la rencontre d'un spermatozoïde, d'un ovule, et que ça fait un être qui est unique et qui n'a pas son semblable dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment, j'insiste beaucoup, on oublie ça, on est dans une société où la sexualité est réduite aux actes sexuels, au sexe, et c'est dommage parce que le sexe en lui-même n'est pas, enfin, quelque chose qui existe comme, comme quelque chose, comme une activité en soi, puisqu'elle va effectivement peut-être procurer du plaisir, mais ne va pas contribuer au bonheur. Et le bonheur, c'est ce qui permet de prendre place dans la société. C'est extrêmement important, hein. Voilà, donc vraiment la place des parents est importante. Il faudra aussi équiper votre enfant d'un sens critique, hein, c'est-à-dire avoir une idée, une pensée. Et puis si elle n'est pas, si cette pensée n'est pas comme la vôtre, peu importe, ça c'est pas grave. C'est la diversité des approches qui va donner une idée plus précise à l'enfant, au jeune, de ce qu'il peut percevoir du monde. Et puis, justement, l'opportunité de débriefer les séances d'EVARS qui seront faites à l'école. Alors, non pas pour les dénigrer hein, ou les critiquer d'une façon défavorable, mais pour justement faire un feedback sur ce qu'ils ont entendu, comment ils l'ont compris, comment ça vient faire écho chez eux, est-ce qu'ils se sentent concernés ou peut-être pas. Et quelle que soit la réponse, ne pas arriver en tant que autorité descendante, c'est-à-dire moi adulte, je sais. Non, non, c'est toujours. Alors si ça vous étonne, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'enfant dit, c'est ah euh, tiens, ben non, moi voilà ce que je crois. Hein. Et puis, lui permettre d'avoir une pensée différente. Et croyez bien que l'imprégnation, tout ce que vous allez donner en termes de valeur, en termes d'éléments précieux pour vous, hein, pour être dans la société, tout ça, il est baigné dedans. Alors, sans doute à l'adolescence, revisitera-t-il toutes ces données mais pour autant, il est fait, votre enfant, de ça, de ce que vous lui avez amené. Et donc, cette éducation, elle est essentielle. Mais pour peu que vous vous détachiez de vos propres images sexuelles. Merci beaucoup, Madame Roudière, pour ces éléments de réponse quant à la construction de dialogue avec nos enfants. Pour terminer ce webinaire, nous allons maintenant aborder un point absolument essentiel, le consentement. Comment l'apprendre et l'intégrer dès le plus jeune âge? Nous accueillons Séverine Arnoux pour nous éclairer sur ce sujet crucial. Madame Arnoux, au-delà de l'apprentissage du consentement, comment réagissent les jeunes à ce sujet? Je vous laisse la parole.
Donc effectivement, avant de pouvoir répondre à votre question, Laure, je pense que le sujet de l'EVARS est un sujet qui questionne, qui interroge, qui peut même amener beaucoup d'insécurité. Et du coup, là, ce que je vais vous proposer, c'est justement de faire un petit peu faire du sens avec tout ce que mes collègues ont pu dire et vous présenter un petit peu le contenu d'une séance. Et je pense que je vais répondre à votre question au travers de mon déroulé parce qu'effectivement, j'ai souvent des retours des jeunes sur ces séances-là. Et donc voilà, cette notion du consentement est vraiment centrale dès le plus jeune âge. Bien souvent, malheureusement, les séances au jour d'aujourd'hui étaient plutôt proposées, vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps de séances d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Elles étaient plus localisées au niveau du collège, au moment de l'apprentissage en SVT, avec des séances très courtes. Et du coup, cette notion du consentement était abordée à ce moment-là et plutôt axée sur le consentement sexuel. Alors on va le voir que justement, cette notion du consentement va être importante d'être abordée dès le plus jeune âge parce que le consentement, c'est déjà à apprivoiser, à repérer au sein de notre quotidien de tous les jours et dès la maternelle. Alors, à quoi va permettre ces séances autour du consentement? Eh bien, comme l'a dit mes collègues juste avant, hein, bien évidemment, ça va leur permettre d'identifier leurs besoins, leurs limites, et aussi de pouvoir identifier les limites des copains, hein, de leur père. C'est aussi identifier la communication qui est verbale et non verbale. Ça, je pense que c'est un sujet qui est vraiment très important, et on va le voir après dans le déroulé d'une séquence. Ça permet aussi la connaissance de soi, le respect de soi. Et du coup, au travers de la connaissance de soi, ça va aussi nous inviter à connaître le fonctionnement de l'autre, le fonctionnement de l'autre genre, justement, auquel on n'a pas toujours accès, d'avoir ces connaissances. C'est évidemment se protéger, un des objectifs, comme on l'a vu au travers des derniers chiffres qui sont plutôt voilà, très questionnants autour de la pornographie, autour des violences sexuelles. Mais c'est apprendre aussi à connaître son corps, à connaître ses ressentis, à identifier ses émotions pour pouvoir justement mieux apprivoiser son ressenti et pouvoir justement le légitimer et pouvoir l'affirmer, pouvoir émettre ses choix et pouvoir se protéger. C'est aussi accompagner le jeune à pouvoir formuler un refus. Encore cette semaine, dans le cadre de la semaine de la santé, de la santé sexuelle, j'intervenais auprès d'élèves de CM2 et justement, pour répondre à votre question là, il y avait cette interaction autour d'un mot, le consentement. Et on voit que le consentement, eh bien, en CM2, il y a eu énormément de jeunes qui n'arrivaient pas à mettre une définition autour du consentement. Là encore, j'insiste, c'est vraiment le consentement en dehors du consentement sexuel, hein. Et bien là, il y avait un gros point d'interrogation, on savait pas trop, les jeunes ne savaient pas trop quoi mettre derrière. Ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on aborde le consentement, lorsque la notion a été abordée avec nos jeunes, il y a aussi cette question de se dire: «Mais si, je ne souhaite pas, si je refuse, comment ça va être recueilli par mon copain, par ma copine? Est-ce qu'il risque d'être blessé?» Et du coup, parfois, ces jeunes-là décident de ne pas, formuler leurs souhaits par peur de blesser l'autre. Donc tout ça aussi, on va les accompagner à réfléchir sur l'importance de leurs choix, de leurs limites, de leurs besoins, pour pouvoir rentrer en interaction avec les autres et pour pouvoir aussi respecter les limites des autres. Donc comme on l'a répété au travers de nos 3 interventions, bien évidemment, c'est d'amener du sens derrière un mot assez important, c'est d'amener du sens concret dans mon quotidien en tant qu'enfant de maternelle, en tant qu'enfant de collège ou de lycée, d'ado, de jeune adulte en devenir. Comment je vais faire sens dans mon quotidien de ces grandes notions? Alors, une chose importante, c'est qu'on va utiliser et on va mobiliser en fait toutes les compétences psychosociales, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un grand rapport avec les compétences psychosociales. On va mobiliser aussi tout ce qui est en lien avec les émotions. Et ce sont des thèmes qui, bien évidemment, on le répète, sont toujours ajustés à l'âge des jeunes, avec des supports qui sont complètement différents de la maternelle, bien évidemment, avec le lycée. On peut aussi les harmoniser sous forme de petits ateliers. Justement, on va aller explorer la thématique avec différents supports pour pouvoir répondre au plus grand nombre, voilà, que chacun puisse s'approprier à sa manière en fonction du support.
Et toujours dans cette mixité, dans le meilleur des cas, pour pouvoir justement avoir cette interaction entre le copain, la copine, comment on interagit et comment on peut être différent. Il y avait un point sur la diapo avant que je voulais juste reprendre, c'était cette notion de la tête, du cœur et du corps sur lesquels on va s'appuyer. En fait, ça peut être un petit repère pour pouvoir justement identifier comment on peut se protéger au travers de ces 3 indicateurs. Alors la tête, c'est tout ce qu'on a eu justement reçu comme connaissance. Donc effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, apprendre à connaître son corps, de pouvoir nommer, définir toutes les parties de son corps, apprendre tout un savoir qui va nous être utile pour construire notre pensée, pour construire nos opinions, nos idées. Après, c'est tout ce qui est au niveau du cœur, tout ce que je ressens, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, au niveau des émotions, au niveau de mon vécu, mon ressenti. Et puis après, c'est tout ce qui est au niveau du corps, dans mes décisions, comment je vais les acter, par ce mouvement, par mes actes, par mes paroles. Et du coup, ça va être intéressant de pouvoir amener le jeune à se questionner bien entre ce que ma tête sait et comment réagit mon cœur et mon corps. Peut-être qu'il peut y avoir un décalage. Et ça peut être un bon indicateur justement pour se préserver de certains dangers et de se dire, bah, tiens, on m'a appris des choses, mais dans mon cœur et dans mon corps, il y a une autre émotion, il y a quelque chose qui est peut-être pas OK. Ou alors on me dit des choses comme quoi ça serait peut-être bien pour moi, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est pas OK, c'est pas bon pour moi. Et là, ça va être des indicateurs justement pour peut-être aller leur permettre, d'aller à la rencontre, d'un adulte, identifié comme étant ressource pour pouvoir aller déposer cette notion qui amène peut-être, un décalage à l'intérieur de soi, quelque chose qui est peut-être pas suffisamment, sécure. Par rapport justement à ces séances du consentement, je vous propose de l'illustrer avec une séance type, voilà. Comme l'a bien décrit mes collègues, bien évidemment, on part toujours de leurs connaissances. Donc on va les questionner sur, pour eux, qu'est-ce que ça représente le consentement? Qu'est-ce qu'ils ont déjà entendu peut-être? Qu'est-ce qu'ils mettraient derrière cette notion-là? Et je le répète, hein, dès la maternelle, on peut déjà interagir sur cette question-là avec différents supports. Alors du coup, ça va être de les amener à questionner, comment je peux émettre, mon accord ou mon désaccord. Pour ça, bien évidemment, on va aussi, utiliser le verbal et le non-verbal. Ça, je trouve vraiment que c'est important de pouvoir, l'utiliser. Avec les plus grands, on peut utiliser aussi des vidéos un petit peu comme la zone grise, où on va justement pouvoir voir la différence entre un oui affirmé, oui, je dis oui, voilà, c'est mon oui. Un non qui va être aussi affirmé et tout ce qui va être dans cet entre-deux. Donc un peut-être, une absence de réponse, un silence, un comportement où avec ma tête je vais dire, non, mais avec ma bouche je vais dire oui. Donc ça va pas être très congruent. Donc là, ça peut nous inviter à dire, mais même en tant que en tant que copain, dire: «Mais tu me dis oui, mais en même temps, corporellement, ça a pas l'air d'être un oui». Donc peut-être que pour moi, je le prends comme un non. Et voilà, ça va être de pouvoir créer cet échange pour éviter justement, des quiproquos ou des choses qui nous amèneraient dans des impasses. Heu, il va être aussi important de pouvoir, comme je le disais, nommer, identifier son corps autour peut-être d'un atelier autour, de «Mon corps, mon trésor». On peut utiliser cette image, du petit pirate, qui va, protéger son trésor parce que voilà, il veut le respecter, c'est quelque chose qui est très important pour lui et voilà, c'est l'amener à s'identifier à ce petit pirate et dire: «Bah, voilà, mon intimité est identifiée comme étant mon trésor, mon corps même tout entier est identifié comme étant mon trésor et par quels moyens, quels outils je vais pouvoir utiliser, quelles ressources j'ai déjà, quelles compétences j'ai déjà acquises et vers quelle autre compétence je pourrais aller pour pouvoir justement les mobiliser et me permettre de me sécuriser et de maintenir cette sécurité de mon trésor. Et on revient avec l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, avec cette notion des connaissances, des émotions et du corporel. Voilà, quelqu'un me dit quelque chose qui serait bien pour moi, mais moi non, à l'intérieur de moi, je sens que je ne protège pas mon trésor à ce moment-là, je sens qu'il est mis en danger. Et là, ça va être important de pouvoir remettre ce sens-là et réidentifier. Bien évidemment qu'on va faire tout ce qui se travaille autour des émotions, hein, pouvoir, les identifier, les clarifier, les reconnaître, les décoder,
toujours dans cet échange de les décoder pour moi-même et les décoder aussi chez l'autre, hein. Donc voilà, cet accordage tête, cœur, corps est vraiment un point pour moi essentiel. Il y a un autre outil qu'on peut utiliser, ce sont les 5 points du consentement. Les 5 points du consentement, ce sont les points donc, de se sentir libre, d'avoir une information éclairée, d'avoir ce sentiment d'être enthousiaste, de se dire que c'est un consentement, un accord qui est donné spécifiquement et qui peut être réversible à tout moment. Alors avec les plus petits, bien souvent, je l'illustre avec une scénette du quotidien, comme par exemple, ben voilà, ma copine me demande d'aller jouer avec elle. Ok, sauf qu'elle rajoute, ben, si tu viens pas jouer avec moi, t'es plus ma copine. Donc là, dans le côté libre, on voit qu'il y a plutôt une notion un petit peu de chantage, et là, ça peut justement éveiller à se dire, ah, est-ce que je suis réellement libre de pouvoir le faire? Éclairée, eh bien, ma copine, elle m'a dit qu'on allait aller jouer ensemble chez elle comme tous les mercredis, mais moi, je me suis fait une image du jeu auquel on allait pouvoir participer. Et puis, en fait, moi, je m'étais dit qu'on allait jouer au Barbie, et ma copine me dit, tiens, aujourd'hui, on va jouer aux jeux vidéo. Sauf que moi, j'ai interdiction de jouer aux jeux vidéo, donc là, on sent encore qu'il il va y avoir ce désaccord, oh, je me sens pas très bien parce que je sais que j'ai pas le droit d'y jouer, mais voilà, il y a quelque chose dans mon corps qui me donne peut-être envie d'y aller. Toutes ces informations-là, justement, vont pouvoir faire sens avec la tête, le cœur et le corps. Et du coup, dans le côté éclairé, on donne son accord ou son désaccord dans une situation où on sait clairement pourquoi on le donne, hein. Donc ça, c'est vraiment important de les inviter justement à bien clarifier. D'accord, tu m'as dit qu'on allait jouer ensemble, mais on est bien d'accord qu'on va jouer à ce jeu-là ou est-ce que tu penses à un autre? Voilà, c'est aussi favoriser l'échange, la communication de mon besoin, de mes limites et de le partager avec l'autre justement pour qu'il y ait cet échange. Enthousiaste, effectivement, il faut que ce soit une action que moi j'ai envie de faire pour moi et pas pour faire plaisir aux autres, hein. Ça, je réinsiste. C'est vrai qu'il peut souvent y avoir cette notion-là dans le fait de s'intégrer à un groupe, de vouloir faire plaisir, de vouloir faire comme les autres. Spécifique, eh bien effectivement, j'ai donné mon accord aujourd'hui sur ce temps-là, mais peut-être que la fois d'après, il peut aussi évoluer mon accord et qu'il sera complètement différent en fonction justement de mes émotions, en fonction du contexte, et que peut-être là, je vais pouvoir moduler mon accord et ben, aujourd'hui, ça sera un non. Et donc, ça sera différent. Et puis, se dire aussi que c'est réversible. C'est pas parce que j'ai donné mon accord, j'ai dit oui, et puis que je m'aperçois que finalement, ça colle pas tout à fait à ce que je voulais. Je l'illustre aussi souvent en disant, bah voilà, j'étais d'accord pour aller jouer avec ma copine à la poupée, tout était OK, j'avais envie, j'étais libre de le faire, mais je me suis rappelé que mamie m'avait proposé d'aller manger au McDo, et là, c'est quelque chose qui était peut-être aussi très, très important pour moi. Je m'étais engagée, et puis en plus, il y a une notion de plaisir derrière et de partage. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai le droit de revenir sur mon accord et de dire finalement j'ai changé d'avis et aujourd'hui je ne suis pas disponible pour jouer avec toi. Tout ça, on va commencer à l'apprendre dès la maternelle pour que ça devienne quelque chose de quotidien, intégré à son quotidien et que ça puisse prendre sens justement au moment de la rencontre amoureuse, affective, voire sexuelle, au moment de l'adolescence et du jeune adulte. Toute cette séance-là va permettre justement, alors comme je le dis, hein, c'est vraiment ponctué, on ne va pas faire juste une séance en maternelle. Cette séance sur le consentement, c'est pour ça que j'ai souhaité l'illustrer autour de ce thème-là, parce que c'est une séance centrale qui va être réutilisée et qui va vraiment être un fil conducteur de la maternelle jusqu'au lycée et qu'on va adapter justement en fonction des besoins des jeunes. Donc on voit hein, que les jeunes ont vraiment besoin d'être rassurés, d'être accompagnés dans leur réflexion, dans leur compréhension des choses, comme on le disait tout à l'heure, hein, dans l'actualité, on entend plein de choses autour du consentement, souvent dans une version un petit peu traumatique. Et le retour que j'ai aussi des jeunes, c'est que parfois j'ai des garçons qui me disent mais le consentement, c'est réservé exclusivement aux filles. Il n'y a que les filles qui peuvent dire oui ou non. Alors, on voit combien c'est important, encore une fois, de pouvoir s'appuyer sur leur représentation pour pouvoir venir déconstruire ça et pour les accompagner à se dire, ben non, un garçon aussi a le droit de dire non, même face à une fille, face à un copain, face à n'importe qui, il a le droit aussi de vouloir préserver, de pouvoir préserver son trésor, son intime, et répondre à ses besoins et à ses limites.
Une chose aussi essentielle que j'ai oublié de vous partager dans les séances, notamment avec les petits, ce que je leur propose en fin de séance, de pouvoir dessiner leurs mains. Et puis, ça permet un ancrage aussi corporel, de se dire, tiens, dans les personnes qui m'entourent, dans les adultes référents et peut-être même un petit peu plus élargis, si je dessine ma main, et ça permet aussi de repartir avec un petit support et de pouvoir interagir avec la famille, eh bien, qui est-ce que je pourrais identifier pour chacun de mes doigts, qui serait un adulte référent auprès de qui je pourrais aller, déposer peut-être un secret qui serait lourd? Dans les séances, ce qu'on peut aussi aborder, c'est les bons et les mauvais secrets. Les bons secrets et les secrets poisons. Les secrets poisons, justement, on va aller encore une fois les amener à: «On m'a dit que c'était bien, mais moi, dans mon corps, je sens que c'est pas OK». Donc c'est quelque chose qui vient m'amener un inconfort, quelque chose qui est pas OK pour moi. Donc, vers qui je vais pouvoir m'orienter pour aller déposer ce sentiment, ce secret qui me semble, lourd à porter? Donc, on va pouvoir cibler peut-être des personnes de la famille, bien évidemment, de l'entourage proche, des personnes peut-être un petit peu plus, éloignées, des tontons, des tatas, des marraines, des parrains. Ça peut être aussi, à l'école, bien évidemment, cibler, des référents à l'école. Ça peut être, dans les activités extrascolaires, un éducateur sportif avec qui on s'entend très bien, avec qui il y a une relation de confiance et de pouvoir aller déposer, une préoccupation, un questionnement. Tout ça, c'est important de ne pas avoir juste une personne référente, parce que si la personne référente n'est pas disponible ou n'est pas, présente à ce moment-là, eh bien, on se retrouve dans une situation d'impasse et en grande difficulté. Donc c'est vraiment les encourager à identifier différentes personnes, différentes ressources pour pouvoir se libérer d'une préoccupation et pouvoir, s'apaiser et amener de la sécurité. Donc vraiment, c'est voilà, c'est un socle, cette, notion du consentement, c'est un socle dès le plus jeune âge pour permettre justement une, une forme de sécurité pour pouvoir construire le reste des relations, affectives, relationnelles et sexuelles par la suite. Merci beaucoup, Madame Arnoux, pour vos propos. Effectivement, l'appel a à cœur de cette notion d'adulte référent pour que l'enfant puisse se confier à une personne. Donc, merci à vous pour vos mots sur le consentement. J'aimerais revenir sur une dernière question de nos parents. Vous pouvez peut-être y répondre toutes les trois. Comment le programme respectera-t-il les valeurs et convictions familiales, notamment dans l'enseignement catholique? Alors, je pense que ça a été, expliqué par mes collègues, hein, et par, la séance que j'ai proposée. C'est toujours dans cette idée de partir de ce que les enfants, sont, pour pouvoir justement leur permettre de rester qui ils sont, mais d'amener encore plus, un champ de réflexion pour pouvoir encore mieux définir de quoi ils ont besoin et comment le clarifier. Tout en respectant les valeurs de chacun, bien sûr. Le micro de Brigitte n'est pas allumé. Alors, pour ma part, je dirais que l'enseignement catholique travaille je veux dire, euh, main dans la main, enfin le plus possible en tout cas, avec les parents. Et là, la difficulté pour chacun, c'est justement de ne pas empiéter sur l'intime des parents et de l'autre côté, d'être sûr, du côté des parents, d'être sûr que les valeurs vont être protégées. Effectivement, cette éducation, c'est un accompagnement et vous l'avez compris sans doute à travers nos trois interventions, que l'on s'attache donc à la pensée de l'enfant, du jeune, à sa construction, à la connaissance qu'il a de lui-même, de ce qu'il ressent et de ce qu'il pense. Euh, L'éducation partagée, c'est pas une éducation qui se partage en deux, c'est deux éducations qui vont faire chemin ensemble. Et l'enfant, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il est imprégné des valeurs familiales. Et s'il a l'occasion de les re-questionner, eh bien, c'est sans doute un plus pour lui
pour se l'approprier, peut-être par un temps de rejet aussi à un moment donné, hein, ça peut arriver, mais si ça fait sens pour lui, je veux dire, ça lui permettra d'enrichir cette construction personnelle. Pour moi, famille et école vont permettre justement une posture singulière, c'est-à-dire qui est propre à soi, et qui va faire justement de cet être humain un être solide. Et ce qu'on disait, enfin, pendant la présentation du programme, cette éducation, elle est avant tout respectueuse. Donc, elle n'est pas dans l'incitation, elle n'est pas dans l'injonction, elle n'est pas dans le militantisme. Elle est là, justement, au contraire, pour éclairer les valeurs de chacun et pour les compléter. Donc, voilà, c'est pas, ils sont pas l'une contre l'autre, quoi. On fait avec. Et en fait, une éducation affective, c'est une éducation où il y a vraiment un respect de chacun, un respect de ce qui est dit et une réflexion qui se construit et qui permet la réflexion et la construction aussi de chacun en individuel. La réflexion collective permet à chacun, après, de s'approprier, de se questionner, de trouver du sens et de faire de toutes ces notions et de toutes ces valeurs siennes. Donc, comme dit Brigitte, voilà, c'est vraiment leur permettre de gagner en maturité, mais c'est pas une éducation qui se fait contre les valeurs des parents. Non, elle se fait avec, en réfléchissant sur. Chers parents, nous arrivons à la fin de ce webinaire consacré à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Nous espérons sincèrement que cette présentation et les réponses apportées à vos questions vous ont permis de mieux comprendre les enjeux de l'EVARS et de vous sentir plus informés et rassurés. Nous tenons à vous redire l'engagement de l'appel à vos côtés. Nous sommes conscients que la mise en place de ces nouveaux programmes nécessitera un dialogue continu et constructif entre nous, parents, et les établissements de nos enfants. N'hésitez pas à participer aux réunions d'information qui seront organisées par les établissements. Votre implication et votre dialogue sont essentiels pour une mise en œuvre sereine et bénéfique de l'EVARS pour nos enfants. Pour continuer à vous aider, l'appel travaille sur la mise à jour du livret de l'EVARS, qui devait être disponible pour la fin de l'année. Pour récapituler les points clés abordés ce soir, nous avons souligné que l'EVARS est une éducation progressive et adaptée à l'âge de l'enfant, qu'elle vise une approche globale de l'affectivité et des relations, et qu'elle vient surtout en complément de l'éducation familiale. Nous remercions chaleureusement Mesdames Laurent, Arnaud et Roudière pour leur présence ce soir, ainsi que leurs propos. Je tiens également à remercier l'équipe de l'Appel national qui a pu rendre possible ce webinaire si essentiel. Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation, votre attention et vos questions pertinentes. Nous espérons que ce webinaire vous aura apporté les informations nécessaires pour aborder l'EVARS avec confiance et pour accompagner au mieux vos enfants dans ce nouvel aspect de leur scolarité. Comme à l'accoutumée, ce webinaire sera disponible rapidement en replay afin qu'il puisse être diffusé au plus grand nombre. Nous vous souhaitons une excellente soirée.